boa tarde. Je suis très heureux de vous retrouver au Portugal pour vos nouvelles échappées belles. Je viens d'arriver à Porto, la deuxième ville du pays. Et d'entrée de jeu, je suis saisi par la beauté de cette ville. Regardez les rives du fleuve Douro dans cette lumière de fin de journée. C'est absolument sublime. Alors aujourd'hui, on va partir explorer la région de Porto et il paraît que c'est l'une des plus magnifiques du pays. Et moi, au fur et à mesure de mon voyage, j'ai envie d'aller découvrir la cuisine du Portugal. Mes amis portugais me disent tout le temps que la gastronomie de ce pays n'a rien à envier ni à l'Italie ni à l'Espagne. Et pour tout vous dire, j'ai accepté de relever le défi et de voir s'ils disent vrai. Bon, il y a des missions un petit peu plus difficiles à réaliser. Je suis sûr qu'on va se régaler pendant ce voyage. Alors parez pour l'aventure les amis, c'est parti! Le Portugal a mis les petits plats dans les grands. Ça a l'air bon ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle feijoada. C'est généreux, c'est généreux. Il faut toujours manger beaucoup, suffisant pour avoir l'énergie. Quand cuisiner devient un art, Sol avec sa sauce de curcuma, tomates, échalotes et herbes aromatiques. Œufs d'oursin avec crème d'avocat et pancetta. manger, c'est divin. C'est à la fois chaud, doux et croquant. C'est vraiment une douceur qui vient du ciel, c'est très bon. Que nos femmes ne soient pas veuves et que nos enfants ne soient pas orphelins. Ismaël Khedifa passe à table. Nous venons de Porto, à 15 km, exprès pour manger cette sardine. C'est la meilleure du pays que l'on trouve ici. Et se met au vert. Bienvenue à Quinta da Tor. Ah, c'est magnifique ce domaine. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a à la fois un côté sucré et amer. C'est la première fois que je goûte un raisin qui a ce goût-là. Le Portugal est dans l'assiette. Les gens qui viennent nous voir pendant les vacances, ils repartent toujours le coffre plein. Du coup, en France, c'est comme à la maison. Et dans les cœurs. Dans le fado, il y a une certaine tristesse. Il y a ce thème de la jeunesse qu'on laissera un jour derrière nous. C'est spécifique au fado de Coimbra. Là, je porte entre 15 et 16 kilos. C'est l'école de la vie. Il n'y a pas d'endroit pour apprendre ça. Bon appétit, Ismaël. C'est parti! C'est comme ça qu'on pêche au Portugal. Je suis le maître du monde! Salut Ismaël, ça va? Hey Tania, ça va? Ça va, merci. Et toi? Alors, tu viens d'arriver? Écoute, je suis arrivé effectivement il n'y a pas longtemps et alors, tu vois, je suis venu en bateau sur le fleuve Douro. C'est Douro, hein? Douro. Douro. Ah, j'essaye de bien prononcer parce qu'on dit souvent le Douro en France, mais je trouve que votre langue est tellement riche, tellement belle. Et écoute, c'est extraordinaire ce quartier-là. Hein. Oui, c'est très beau. Et bon, puisque tu es venu pour une visite gourmande, je vais te faire découvrir Porto. On va manger des tripes à la mode de Porto. On va boire du Porto. Et ça va être très sympa. Et Tania, moi je suis venu te voir parce que j'ai lu que tu étais une étoile montante de la cuisine de Porto et même du Portugal en général. C'est vrai ça? Oui, mais c'est un peu exagéré. Mais je travaille pour avoir du succès dans mon restaurant. J'ai un restaurant qui s'appelle Atrevo et je cherche à faire de mieux en mieux. Oui, c'est vrai que la manière dont je te demande ça, ça doit mettre un petit peu la pression. Hein. Mais en tout cas, je trouve que ce petit quartier, il est extraordinaire pour te rencontrer. Là, on est vraiment dans l'ambiance de Porto direct, quoi. À mon avis, ce quartier est le plus typique de Porto. C'est Ribeira. On a les bateaux, on a le pont Dom Luís, qui est un grand symbole de la ville. Et les bateaux Rabelos, qui autrefois transportaient le Porto. On voit que cette ville, elle est chargée d'histoire, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y a une créativité aussi, il y a un vent de jeunesse, d'avant-gardisme aussi à Porto? De plus en plus, il y a ce côté créatif dans la ville. Et ça se traduit dans la cuisine. Même si j'ai toujours eu envie de découvrir le monde, j'ai préféré rester à Porto, principalement pour la famille, mais aussi parce qu'il y avait une place pour de jeunes chefs cuisiniers novateurs.
Ici, on perd des calories avant d'en prendre, hein. Ça monte bien ce centre historique. Oui, c'est vrai. Ici, on monte et on descend beaucoup. C'est bon pour faire de l'exercice. Cette rue, elle monte de Ribeira jusqu'au vieux bourg médiéval. Et tout le commerce passait par là. C'est pourquoi elle s'appelle la rue des marchands. Elles sont magnifiques, ces deux églises, Tania. Mais c'est rare, je trouve, de voir deux églises côte à côte comme ça. Oui, c'est vrai. Elles sont côte à côte, mais séparées par la maison cachée. Et donc d'un côté, on a l'église do Carmo et de l'autre, l'église das Carmelitas, qui ont été séparées par la maison cachée parce que d'après la légende, le Vatican n'a pas laissé construire deux églises jumelles. Et du coup, il a fallu construire quelque chose pour les séparer. Alors, t'as faim? Ah oui, j'ai un peu faim là. On vient ici pour manger des bonnes tripes. Je suis curieux de voir ça, ça fait des années que j'en ai pas mangé des tripes. Ici, elles sont vraiment très bonnes. Bon dia. Bon dia. Dites-moi, vous seriez pas supporter du FC Porto un petit peu, vous? Oui, un peu. C'est une religion ici, parce que quand on voit un endroit comme ça, j'ai l'impression que c'est comme... Oui, c'est notre petit musée. Et il y a beaucoup de restaurants comme celui-ci dans la ville? Oui, et on les appelle les tascas. Là, il y a toutes leurs caractéristiques. C'est petit, il y a un bon plat du jour, du bon vin, de l'agneau. C'est un endroit sympa pour manger et pour passer du bon temps avec les amis, la famille. Oh là là! Mais les portions ici, c'est énorme, non? Oui, il faut avoir faim et du courage pour manger ça. Obrigado. Ce plat se compose de différentes viandes fumées. Du pied de bœuf, du pied de cochon. Et après, les haricots blancs qu'on ne peut pas oublier. Il y en a tellement dans le plat que ça déborde hein, quand je sers. Ah, et bon appétit alors. Merci. C'est très bon. C'est très bon. Et comment ce plat il s'est imposé dans la culture de Porto? En 1415, Henri le navigateur avait besoin d'approvisionner sa flotte pour partir à la conquête de l'île de Ceuta. Donc, il a demandé aux habitants de Porto de donner leur meilleure nourriture. Ils ont donné la viande et conservé les abats. Du coup, ils ont inventé ce plat qui nous a valu le nom de tripeiros, les tripiers. J'adore la capacité d'adaptation des êtres humains, surtout quand ça se transmet dans la cuisine. C'est génial. Obrigado. Obrigado. Bon, bah, à la tienne, Tania. À Porto. Des rives du fleuve Douro aux ruelles du centre-ville, à Porto, une simple balade suffit à ouvrir l'appétit. Arrivés il y a un an, Laura, photographe, et Chloé, professeure de français, sont bien décidées à découvrir les secrets d'une des places fortes de la cuisine portugaise. Ça permet de connaître un petit peu les coutumes, les traditions ici au Portugal et se sentir un petit peu portugaise pour une journée. Pour les guider dans ce grand tour des saveurs du pays, les deux jeunes femmes peuvent compter sur Tiago. Arrivé en 2017 du Brésil, cet ancien banquier compte aujourd'hui les calories englouties. S'il vous plaît. Son tour culinaire commence tout naturellement au café, où il décrypte le vocabulaire du petit déjeuner. Si vous voulez un espresso, c'est bica. Si vous voulez un espresso avec beaucoup d'eau, c'est cheio. Et si vous voulez un cheio avec du lait, c'est pingo. On dit, qu'est-ce que vous voulez? Un pingo. Un bica. Traditionnellement, le café s'accompagne d'une sorte de croissant version portugaise. Ça n'a rien à voir avec le croissant français. C'est beaucoup plus consistant et sucré aussi.
Après cette mise en bouche, Tiago a réservé aux deux jeunes femmes un menu bien plus copieux, à l'image de la cuisine du nord du Portugal. La prochaine arrêt, c'est un restaurant que nous allons manger un très traditionnel sandwich portugais qui s'appelle bifana. C'est du porc effiloché avec de sauce épicée. Consommé à ce comptoir depuis 1976, cet encas populaire s'avale au rythme des sandwichs qui se préparent. C'est généreux, c'est généreux. Il faut toujours manger beaucoup, suffisant pour avoir l'énergie. Voilà, c'est un marathon et un marathon de balade et un marathon pour manger aussi. Maintenant, nous allons arriver ici. C'est la Casa Natal, maison de Noël. C'est très traditionnel à Porto. En bonne place en vitrine, la morue séchée et salée. Un incontournable de la cuisine portugaise qui serait préparé dans autant de recettes qu'il y a de jours dans l'année. Les Portugais surnomment la morue l'ami fidèle. Tout simplement parce que vous pouvez toujours compter sur elle pour avoir un bon repas. Pour chaque doigt, on compte un jour de trempage et on ajoute toujours un jour supplémentaire. Si l'épaisseur correspond à 3 doigts, on laissera donc tremper 4 jours. C'est un mélange d'odeurs, l'ambiance, même les gens, tu vois, les gens qui viennent faire leurs courses, acheter leurs épices et tout. Non, c'est vraiment très portugais comme ambiance. Le tour culinaire de Tiago passe là où les touristes vont rarement. Pour sonder l'âme de la cuisine portugaise, il n'y a pas meilleure adresse à Porto que le nouveau marché de Bolhao. Au milieu des stands de viande ou de poisson, les habitants s'offrent une pause déjeuner. Un santé portugais à noce. À noce. C'est copieux quand même. Faut pas être végétarien pour venir ici en fait, je crois. Parfois, j'ai le sandwich avec des sardines au petit déjeuner, avec mon café chez moi. C'est original ça. Et le vin aussi. Depuis 1914, le marché propose les meilleurs produits du pays et quelques spécialités, comme ses tripes. J'ai un petit peu d'appréhension, mais je vais goûter. C'est différent. C'est intéressant. Pour nous, c'est difficile aussi, parfois. Je vais boire le vin rouge, ça va aider. Généreuse et rustique, la cuisine de terroir portugaise avait du mal à se faire une place dans les plus grandes tables du pays il y a encore quelques années. Mais quelques chefs lui donnent aujourd'hui ses lettres de noblesse. Rui Paola est connu dans tout le pays. Nouvelle référence de la cuisine moderne, dans son restaurant, le chef réinvente les plats traditionnels lusitaniens. La caldeirada, c'est un plat typiquement portugais, avec des pommes de terre, des poivrons, un plat d'auberge familial généreux. Il y a les moules, les calamars, le bar, la sardine qu'on aime tant, et tout ça, je vais le revisiter pour le restaurant. L'idée, c'est de garder la même saveur, mais avec une présentation différente, plus légère. Ça compte beaucoup parce que les yeux mangent aussi. Il veut que sa caldeirada, une sorte de bouillabaisse portugaise, soit allégée par rapport au plat traditionnel. Mais il en cherche encore la forme. Cette sauce va lier tout le plat. C'est encore en phase de test. Je ne sais pas si la présentation sera ainsi. On a encore du travail. Dans les cuisines du chef, l'esprit de famille et de partage règne toujours sur ses recettes. Cela tombe bien, Rui Paola a convié ses proches pour déjeuner aujourd'hui. À la maison, on cuisinait beaucoup, ma mère surtout, et ma grand-mère aussi. C'est une histoire de famille, la cuisine. Donc quand je sais qu'ils vont goûter un de mes plats, je me dois de le faire à la perfection. Pour régaler le cercle familial, Rui Paola a concocté un plat à partager. Un riz au poisson et homard. Un toast à notre famille, à ce bon riz au homard, au Portugal, au homard portugais. J'aime beaucoup, car j'ai eu l'occasion de goûter des choses ici qui n'existaient pas de mon temps, qu'on n'osait pas faire.
D'inspiration gastronomique ou traditionnelle, la cuisine portugaise est à l'image de ses habitants. Haute en couleurs, chaleureuse et délicieusement attachée à ses racines. Je suis vraiment heureux de marcher sur ce pont Louis Ier. Pour moi, tu vois, c'est l'image emblématique de Porto, quoi. Oui, c'est un des monuments les plus importants qu'on ait ici. Celui-ci est venu remplacer l'ancien, qui était un pont flottant posé sur des barques. Il a été bâti par un architecte qui a travaillé avec Gustave Eiffel. Et pour nous, c'est un honneur Ah oui. d'avoir ce pont ici, à Porto. Et puis cette vue, quand même, c'est une des plus belles de la ville, non? Oui, cette vue de Porto, c'est une des plus belles choses qu'on peut trouver ici. Il y a quelque chose d'enchanteur ici. C'est vraiment incroyable quand on revient en ville. D'arriver ici, c'est comme arriver à la maison. Et c'est beaucoup de fierté de voir ça. Et qui est-ce qui t'a donné le goût de la cuisine, alors? Sans doute, ça a été mes parents et ma grand-mère, qui étaient cuisinières de métier. Ils m'ont toujours appris à cuisiner. En tout cas, moi, je pense que tu as la cuisine dans la peau, Tania. J'ai vu, t'as un petit tatouage, là. Un petit chapeau. Une petite tête de chef. Oui. Oh là là, c'est génial, là. Fais-moi. On a l'impression d'être dans le ciel avec les oiseaux. Porto, vu du regard d'un oiseau. On a complètement changé d'ambiance là, Tania. On est quoi, 1 heure de Porto et on est directement dans la campagne et même un peu dans la montagne. Oui, ici c'est complètement différent d'où on était. Mais j'adore venir ici car il y a un maraîcher qui produit de très bons fruits et légumes, Monsieur José. Tout est très frais, fraîchement cueilli. Il y a une immense variété de produits. Je pense que ça va te plaire. T'as pensé au parapluie, j'espère, Tania? Oui, oui, j'en ai un. Tu vois, Tania, je trouve qu'on est parfaitement habillés pour aller ramasser des légumes sous la pluie. On n'aurait pas pu mieux choisir. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ah, attends, je te tiens le parapluie. Bon dia! J'ai emmené mon ami Ismaël pour voir votre potager. Ah, tu es venu à ton supermarché? Oui, c'est ça. Et j'ai vu que tu as de très beaux choux galega. Tu vas devoir faire une soupe caldo verde. Ah oui, sûr. Avec ce chou, c'est merveilleux. J'étais étonné qu'on fasse 1 heure de route juste pour venir chercher tes légumes à toi. J'ai toujours voulu faire des petites productions de qualité et que mes produits soient bien traités par les bons cuisiniers. Ici, chez Monsieur José, on a la certitude d'avoir ces produits bio, sûrs, de qualité. Bon, donc on a une chef cuisinier et un chef maraîcher. Il n'y a que des chefs ici. Par ici. Allez. Ici, il y a 2 variétés de chou penca portugais qui sont typiquement les légumes qui accompagnent le plat de Noël au Portugal. La morue, la pomme de terre et le chou penca. Sans ce chou, ce n'est pas Noël. Comme une des spécialités de mes productions agricoles, ce sont les petits légumes, j'essaie d'amener Tania et les chefs d'autres restaurants à utiliser ces légumes qui nous parlent beaucoup. On appelle ça des jeunes pousses de choux. Merci. J'ai envie de les manger tout de suite. Moi, je peux manger? Oui, oui, oui. Maintenant, on va chercher des framboises et des plantes aromatiques.
Oh oh, c'est l'heure du goûter. Ismaël, c'est pour toi. C'est divin ça. C'est un bonbon. Un bonbon naturel. Ouais. Sincère. Sans être cuisiné, celui-ci. Des mûres bien fraîches. On vient juste de les cueillir. Ça fait aimer la vie, ce genre de Oh, choses. Prends ce que tu veux. C'est pour Allez. vous. Salut. Hein. Allô. Bon, faut peut-être qu'on ramasse ce qui nous manque, non? Sol avec sa sauce de curcuma, tomates, échalotes et herbes aromatiques. Bouillabaisse, merlu et une sauce ciboulette truffe et jus de citron. Œufs d'oursin avec crème d'avocat et pancetta. C'est croquant, c'est gourmand, c'est fondant. Il y a toujours cette première saveur et derrière, bam, ça explose de partout. C'est un feu d'artifice et on retrouve toutes les petites saveurs de ce qu'on a ramassé ce matin chez Chaussée. Bravo. Depuis des siècles, les 832 km du littoral portugais nourrissent les rêves des navigateurs autant que l'appétit des habitants. Les Portugais sont les plus grands consommateurs de poissons d'Europe. Pedro pêche tous les jours depuis qu'il a 14 ans, quelles que soient les conditions. C'est parti! Ça va un peu secouer pour arriver sur place. C'est comme ça qu'on pêche au Portugal. À 30 minutes des côtes, l'archipel des Berlengas est un site resté très sauvage. Une réserve naturelle protégée où Pedro est l'un des rares à avoir l'autorisation de pêcher. Mais toujours de manière traditionnelle, sans filet. On va voir si on a de la chance aujourd'hui au bout du fil. Tous les jours, ce qu'on fait, pêcher dans ces eaux, c'est une folie. Il faut être un peu fou pour travailler ici. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. On a déjà eu des accidents, j'ai déjà vu des bateaux se retourner. Malgré les risques, Pedro sait que dans cet océan Atlantique agité, il peut dénicher les poissons les plus rares. Voilà une belle prise. Celui-là, ici, on l'appelle le kangourou. Au Berlengas, une quinzaine de pêcheurs sont autorisés à vivre sur l'île toute la semaine, dans ces petites maisons rudimentaires. Un quotidien loin de leur famille, rythmé par la pêche et avec les amis et l'océan pour décor. La mer fait partie de notre vie. C'est un rêve d'être ici et de travailler. C'est un privilège. Le plaisir, c'est de ramener du poisson d'ici et de le partager avec des amis. Il est encore meilleur. Allez, levons nos verres au meilleur poisson du monde et au plus bel endroit sur Terre. Oui, c'est bien vrai. Dans le nord du pays, à Porto, le quartier des pêcheurs d'Afourada continue lui aussi de faire vivre l'histoire maritime du Portugal. Sou pescador da Afourada, tenho orgulho em dizê-lo, não tenho medo de nada. Traditionnellement, les hommes pêchent et les femmes vendent le poisson. Celles d'Afourada se retrouvent tous les jours autour du lavoir municipal. On vient laver notre linge, on se parle les unes aux autres et on discute du poisson, savoir si la pêche du jour a été bonne ou non. C'est la tradition des femmes d'Afourada. Comme il n'y a pas de transport pour rejoindre le centre-ville, depuis 35 ans, c'est donc à pied, panier de poissons sur la tête, que Fatima relie Porto à 3 km de là. Là, je porte entre 15 et 16 kilos. C'est l'école de la vie. Il n'y a pas d'endroit pour apprendre ça.
4 jours par semaine, Fatima s'installe sur le même bout de trottoir pour ouvrir sa poissonnerie ambulante. J'ai des petites sardines que l'on appelle petingua, du taco, les flétans, des grands chinchars et les calamars. Il y a un peu de tout. Tu m'en mets combien? 4? Autant que tu veux. Je trouve qu'ici, le poisson est plus frais et donc de meilleure qualité. Je ne l'achète nulle part ailleurs. Je suis très exigeante en poisson. Figure du quartier, à 64 ans, Fatima est l'une des dernières aujourd'hui à perpétuer la tradition des vendeuses de poissons de rue. Tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris de ma mère. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Ça va faire 12 ans. Mais je sais que de là où elle est, elle serait heureuse et fière que je continue son travail. Au Portugal, le poisson unit les gens. Pour s'en convaincre, il suffit de suivre les effluves alléchantes de la rue principale de Matosinhos. Le port de pêche le plus important du pays compte 28 restaurants tournés vers l'océan. Ici aussi, on revendique avoir la meilleure pêche du monde, mais surtout les plus savoureuses grillades. Salut les amis, allez rentrez. Dans une autre vie, Jorge était footballeur du célèbre FC Porto. L'ancien défenseur rugueux est devenu un vendeur affable de poissons grillés cuits au barbecue. Cuire un poisson au grill, ce n'est pas si simple. L'extérieur peut vite cramer et l'intérieur rester cru. La qualité du poisson compte beaucoup. Et après, on les prépare, on ajoute de l'huile d'olive, de la coriandre, de l'ail. Comme il sort de l'eau, il arrive dans l'assiette. À l'heure du déjeuner, Matosinhos se transforme en gigantesque banquet de poissons. Ce midi, près de 7 kilos de sardines seront servis. Nous venons de Porto, à 15 km, exprès pour manger cette sardine. C'est la meilleure du pays que l'on trouve ici. Et c'est un aliment sain, recommandé pour se maintenir en forme. Dans ce restaurant, le poisson est une histoire de famille. Jorge est au barbecue. C'est sa belle-sœur Maria qui gère l'un des premiers restaurants de la rue. À l'époque, sa mère préparait les repas pour les pêcheurs de retour de mer. Voilà mon poisson. Bon appétit. Bon petite. Matosinhos, c'est l'endroit du poisson pour moi, c'est vrai. Il n'y a pas pareil au Portugal, même s'il y a toujours des rivalités entre un peu le nord et le sud. Et c'est notre vie, c'est les pêcheurs, c'est le poisson, en fait. Ouais. Le Portugal et ses assiettes respirent l'Atlantique. Un parfum iodé qui continue de faire vivre pêcheurs et commerçants et qui régale les amoureux de la mer. André, si t'es champion, on a calé. Tu veux que j'aille pousser? Non. I think. Hop, 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 hop. Ah, c'est ça la 2 chevaux, hein? Oui, André, allez, vas-y. Il y a une chanson en France qui s'appelle André, si t'es champion, appuie, appuie. André, si t'es champion, appuie sur champignon. Tu vois, moi André, je suis venu ici parce que je voulais découvrir le Vinho Verde, ce vin qui est très typique, hein, je crois, de la région de Porto. Il n'y a vraiment que ici qu'on le fait, c'est ça? Le Vinho Verde vient du nord du Portugal. La seule région au monde à en avoir l'appellation d'origine contrôlée. Et ce Vinho Verde, c'est quoi? C'est du vin de couleur verte? Beaucoup de gens pensent que le Vinho Verde est vert, mais non. Dans le nord du Portugal, nous avons des paysages très verdoyants, comme tu peux le voir autour de nous. Et nous avons un climat d'une certaine fraîcheur qui rend la région très verte. C'est pour ça qu'on dit Vinho Verde. Mais c'est surtout lié au fait qu'autrefois, les vignerons de cette région vendangeaient ce raisin à peine mûr. Et du coup, le vin était peu alcoolisé, mais très acide. D'accord, je comprends. Un vin jeune, plus acide et qui raconte le paysage dans lequel on est.
Bienvenue à Quinta da Tor. Ah, c'est magnifique ce domaine. J'adore l'ambiance des vignes, André. C'est très agréable ce monde du vin. J'adore ce que je fais. Bon dia. Bon, on va essayer d'être aussi rapide que les dames qui font les vendanges là. C'est pas facile. Ces dames, elles font ça depuis des années, au moins 10 ans. Tu vois, on est déjà en train de se faire dépasser là. C'est quel type de cépage ça, André? Ici, c'est du Loureiro. Dis-le. Loureiro. Loureiro. Yeah. C'est pas très simple, hein, regarde, elles sont bien accrochées là dans la vigne, dans le grillage. Faut aller la chercher. Hein. On avait repris de l'avance et on est encore en train de se faire dépasser. Goûte ça, s'il te plaît. Floral. Là, tu as un goût très minéral. Et ce que tu goûtes maintenant, c'est ce que tu vas découvrir dans ton verre. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a à la fois un côté sucré et amer. C'est la première fois que je goûte un raisin qui a ce goût-là. Ok, ben c'est très bon, je la garde pour mon 4 heures. Hop. Non. Ah, on va encore tricher, on va encore les dépasser. Hein. Bon dia, on peut vous aider? Oui, vous pouvez. Je crois qu'on va plutôt vous ralentir avec André parce que nous on n'est pas très rapide comme vous. Hein. Non. Il y a toujours de la place pour une personne en plus. Ah, ça c'est très gentil, c'est une belle philosophie de travail, je trouve. Ce vino verde, c'est une boisson que vous buvez souvent ici, les gens de la région? Ah oui, on en boit beaucoup. Moi, c'est plutôt le rouge que je préfère. Mais le blanc, c'est très bon aussi. Não olhe para a câmera, olhe só para mim. Prato. Olhe para o prato e para a travessa, exatamente. Obrigado. Ah, ça a l'air bon ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle feijoada. C'est un plat typique du nord du Portugal et qu'on mange souvent pendant les vendanges. C'est un plat à base de haricots et de viande fumée, plein d'énergie pour travailler aux vendanges. Mais c'est un peu riche quand même. Ah, j'ai pas proposé à ma voisine si elle en voulait. Vous en voulez? Non, j'ai déjà fini. Ah, vous avez terminé. D'accord, ouais. Et alors, ce plat, là, on le mange dans quelles occasions particulières? N'importe quelle occasion. C'est un plat courant. Il n'y a pas de jour spécifique, il revient régulièrement. Tu sais, j'ai un frère qui habite à Paris. Et lui et sa femme, ils aiment qu'on leur envoie des produits locaux. Les gens qui viennent nous voir pendant les vacances, ils repartent toujours le coffre plein. Comme ça, ils peuvent faire la feijoada. Du coup, en France, c'est comme à la maison. Ah oui, d'accord. Ouais, j'imagine, moi, ma famille algérienne, j'ai de la famille en Algérie qui nous enverrait des colis de couscous et de légumes et de harissa, enfin, tu vois, tous les éléments pour faire le couscous. Je trouve ça génial, ce lien familial avec la nourriture. Donc ça fait du bien de marcher, hein. C'était copieux ce repas. Pour toi, le vin, André, c'était une tradition familiale? Enfin, ton père, ton grand-père, ta famille faisait ça avant? Non. Avant de travailler ici, je travaillais à la poste à Porto. En 2000, je me suis marié. On a dû faire un choix. Soit je venais ici, soit ma femme me rejoignait à Porto. J'ai choisi de venir.
Et quand j'ai commencé ce business, il m'a fallu tout apprendre. Ah d'accord, donc tu es arrivé là par amour alors. Ah, je trouve que c'est vraiment une très belle reconversion en tout cas. Obrigado. J'avais pas imaginé que ce vin était pétillant. Ce vin pétille. C'est la caractéristique de ce vin. Ces petites bulles de gaz. Mais au nez, je trouve qu'on ressent tous les arômes du raisin de tout à l'heure. Tu sais, je trouvais que c'était fruité et frais. Et vraiment au nez, c'est ce que ça dégage. Et puis là, il est servi bien frais. En plus, avec cette chaleur, ça va être parfait, je pense. Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Il y a quand même quelque chose qui me pose question depuis que je suis arrivé ici. C'est quoi le secret de ton vin pour qu'on reste aussi beau garçon à 50 ans C'est simple. Ne pas trop manger. Marcher beaucoup. Et il y a aussi une part de génétique. Ma mère a 76 ans et quand tu la vois, tu lui en donnes 50. Il y en a qui ont de la chance parce que moi, je pense que si je mangeais tous les jours ce que vous mangez ici et que je buvais de ce vin délicieux, je ne serais pas comme toi à 50 ans, tu vois. Bon, on boit un coup puis on va faire un petit footing alors, hein? Obrigado. À la tienne. Pour découvrir les secrets des vins portugais, il faut remonter le fleuve Douro, une centaine de kilomètres en amont de Porto. Au fil de l'eau se dévoile un amphithéâtre unique au monde. « 250 000 hectares de vignes façonnés durant des siècles par des vignerons comme le grand-père de Julien. Depuis 2011, ce franco-portugais poursuit l'histoire familiale. Les moments passés avec mon grand-père, on était tout de suite baignés dans les vendanges. C'est toujours un moment agréable, joyeux, mais très difficile aussi parce qu'il fait très chaud. Le domaine de Julien s'étend sur 10 hectares. En chanson, les ouvriers des vignes se donnent du courage. Dans la vallée du Douro, le travail est un défi constant. Ça, c'est les personnes qui connaissent mon grand-père, qui ont travaillé avec mon grand-père. Moi, j'ai toujours voulu qu'on puisse continuer à travailler avec eux. On est dans des zones un petit peu difficiles où il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc on a envie qu'ils puissent continuer à travailler avec nous. C'est presque des personnes de la famille. J'aime travailler ici parce que c'est une terre très belle, fertile, et j'adore le vin. Un petit verre de vin au déjeuner, ça n'a jamais fait de mal à personne. Allez, sur chaque rangée, on travaille. Et toi, tu aimes travailler? Allez, vas-y, montre-nous. Allez, c'est parti, ne te fais pas mal. Voilà, c'est fait. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai cette passion pour le raisin, c'est parce qu'on a commencé comme ça. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Dans le Douro, seuls 26 000 hectares sont autorisés à produire le fameux vin de Porto. Pour le dernier jour des vendanges, Julien peut enfin récolter le fruit du travail de toute une année. Combien il pèse ce chargement? 1,7 tonne. Dans le processus de vinification aussi, le jeune vigneron est fidèle à son grand-père. Hors de question de piétiner les traditions. L'idée, c'est de faire redescendre les peaux du raisin directement au fond du lagar. On fait du sport et puis c'est bon pour les jambes. C'est le spa gratuit. Creusant son sillon des montagnes à l'océan, le fleuve Douro a toujours été un axe vital pour les agriculteurs de l'arrière-pays. Jusqu'en 1964, le village de Pinhao était le port d'embarcation des produits de la région. Les rabellos, ces barques traditionnelles à fond plat, transportaient les milliers de barriques de vin jusqu'aux caves de Porto. Aujourd'hui, les touristes profitent de ce voyage au fil de l'eau à la place des tonneaux. À 81 ans, José Gomez est l'un des meilleurs connaisseurs du fleuve.
On avait un peu de difficulté à transporter parce que de l'eau, avant, il y avait beaucoup de courant. Il passait 2 journées, 3 journées à descendre au Porto. C'est pas un voyage comme un autre. On va doucement. C'était le rêve de naviguer. Le Douro attire les rêveurs et les investisseurs. Cheveux au vent, Selma Fernandez a quitté Paris pour retrouver les rives du fleuve, où petite, elle venait passer ses vacances. Quand je faisais cette route avec mon papa, je me disais, cette route, c'est la plus belle route au monde. C'est ici que je retrouve ce que je cherchais, la liberté, la passion, le travail. Tout simplement, on est heureux quand on vit dans le Douro. La source du bonheur de Selma se trouve quelques virages plus loin, à la Quinta da Cabrida. Une propriété agricole où Selma cultive des pommes. Les seules de la région. Avec sa famille, la productrice célèbre une belle récolte. 900 tonnes déjà intégralement vendues. Ça se mange à la main, ça se mange à la fourchette. Et bien ici, on mange comme on veut. Parce qu'on est tous ensemble et on est là pour fêter. C'est une façon un peu aussi de remercier tout le monde. On est dans une région qui n'est pas trop habitée, alors les amis sont la famille. Ces moments, c'est un peu nos vacances, puisqu'on n'a presque pas de vacances, alors ça, pour nous, c'est le meilleur qu'on peut avoir. Avec ces familles, l'histoire du Douro continue de s'écrire. Des agriculteurs passionnés, gardiens des traditions, et qui, de leurs mains, continuent de sculpter cette nature prodigieuse. Respire cet air pur. Ah Titanic? Ouais. Je suis le maître du monde. Oh. Oh. Attention. Ah, d'accord. Là? Oui, ici. Oui. Allez, allez, au travail. Allez, jet, ça marche. Ah, c'est pas évident, hein. Ah, on a de la visite. Oui, les mouettes et les pêcheurs font la paire. Quand elles arrivent, c'est bon signe. C'est les mouettes du capitaine. Tu t'en sors? Il faut prendre le coup de main. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà, je l'ai. Bravo, champion. Et ce matin, quand mon réveil a sonné à 4h30, Maria-Josée, je te cache pas que j'avais aucune envie de venir ici, mais en fait, c'est extraordinaire de partager ta vie. Rassure-toi, pour moi aussi. À mes débuts, c'était compliqué de me lever tôt le matin. Mais je m'y suis fait petit à petit. J'ai pris goût à ce spectacle que nous offre la nature, à cet air pur, et je trouve que ça en vaut la peine. Et qu'est-ce que tu pêches là alors? Ça dépend des jours. On peut pêcher des thons, différents types de sardines et dorades. Et il y a beaucoup de femmes qui pêchent, Maria-Josée? Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, ou très peu. Mais cette année, je connais 3 femmes qui sont devenues pêcheuses. Il semblerait que j'ai ouvert la voie. Bravo. Et comment est-ce qu'ils ont pris ça, des femmes dans la pêche, alors, les hommes pêcheurs? Je pense qu'ils sont un peu jaloux du fait que ma femme soit pêcheuse. Le fait d'être 2 pêcheurs sur le bateau nous simplifie la vie. Parce qu'ils me disent « Ah, mais vous partez en vacances !»
Ou aussi, vous vous faites une croisière en amoureux? En gros, tu vois, ils nous taquinent parce qu'ils s'imaginent que la vie est plus simple pour nous. Pas mal, pas mal. Bon alors, elle est bonne cette pêche ou pas, Maria-José? Oui. Comme ci, comme ça. Elle va être un peu rentable. Regarde ce thon. Il est beau le thon là, hein? Bon, et maintenant, il faut aller vendre tout ça au marché, non? Oui, on va aller au marché pour essayer d'en tirer le meilleur prix. Fais attention, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Avec une pêche comme ça, tu peux gagner combien quand tu auras vendu tout ton poisson? Alors aujourd'hui, c'est pas fou. Aux alentours de 100 € pour les poissons et environ 150-200 pour les crevettes. Allez, installe-toi. Ah, écoute, on s'est levé tôt, hein. Je préfère y aller en... Bon, j'espère qu'on arrivera à bon port. Accroche-toi bien. Et voilà! Nous y voilà. Espérons qu'il y ait beaucoup d'acheteurs. On est une équipe. Et bonjour! Et voilà du poisson frais. Il ne faut pas en laisser. Tu m'aides, s'il te plaît? Ici, c'est notre marché. On y vend notre poisson à la criée. On y présente le poisson aux acheteurs potentiels en espérant qu'ils soient nombreux et fassent grimper les prix. Les clients viennent ici parce que le poisson sort tout juste de l'eau. Il n'y a pas plus frais. Et les gens qui viennent ici, ce sont des habitants de la ville, des restaurateurs? Il y a des particuliers comme des professionnels qui se fournissent ici pour après revendre ailleurs. Il y a des restaurants, des négociants et des familles. L'important, c'est que le poisson trouve preneur. Maria? Je me demandais, là, je crois que c'est le nom de ton bateau, non, Esperanza? C'est un endroit pour bénir ton bateau. Vous portez chance quand vous êtes en mer avec ton mari? Tu sais, nous les pêcheurs sommes très croyants. Ici, notre bateau Esperanza, à côté de Notre-Dame de Fatima. Les Portugais y sont très attachés. Et juste à côté, notre Christ. C'est mon mari qui a voulu construire cet hôtel. Tout ça est très important pour les Portugais. Mais surtout pour nous, les pêcheurs de métier. Ah, bravo! J'aurais aimé applaudir, mais là, c'est pas possible. Pose le plat sur la table. Oh là 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 là! Le thon qu'on a pêché. Ça va être bon, Maria. Allez, c'est parti. Tu veux que je te serve? Et avec ça, on boit du vin, c'est ça? Faut en mettre un tout petit peu ou faut en mettre partout, Enrique? Tu en mets partout. Tu fais comme tu veux. Sur le poisson, les pommes de terre. Bon, bah, allez, je vais le faire à la portugaise. À la portugaise. Comme ça? Fais comme nous, lâche-toi. Ah oui, d'accord. La convivialité, ça fait partie de la cuisine portugaise aussi? Oui, c'est très important. À table, on partage tout. Nos journées, les problèmes, les joies, etc. Et en famille, c'est bien. On met les choses à plat. Que nos femmes ne soient pas veuves et que nos enfants ne soient pas orphelins. Merci pour ce délicieux repas, Maria-José.
Dans les rues commerçantes de Lisbonne, un nouveau magasin intrigue. Il ne s'agit pas d'une fête foraine, ni d'une banque, mais des boîtes de conserve de poissons par milliers. De dehors, je n'ai pas cru que ce sont des sardines. C'est pour cela que j'avais la curiosité de rentrer et voir c'est quoi. Et quand j'ai vu que ce sont des sardines, waouh! Les conserves de poissons sont un symbole fort de notre tradition, comme peut l'être le vin de Porto. Alors pourquoi ne pas les rendre plus attractifs? Les conserves portugaises naissent bien sûr dans les ports de pêche, comme ici à Figueira da Foz. Fidèle au rendez-vous matinal de l'une des plus grosses criées du pays, Gilberto doit acheter une grande quantité de poissons frais pour ses clients du jour, des conserveries. Je n'ai pas le droit à l'erreur parce que si je me trompe, je ne peux pas faire marche arrière. Je ne sais pas ce que les autres concurrents viennent acheter. Donc chacun a sa petite idée en tête, on doit être le plus stratège et on fait l'achat. Enfin, on va essayer. Devant les yeux des acheteurs, les cargaisons de poissons et les prix défilent. Télécommande à la main, Gilberto doit saisir les meilleurs lots au meilleur moment. Là, il est à 33, 32 euros. Mais on devrait pouvoir l'avoir autour de 30 euros. En quelques minutes, Gilberto s'est emparé de 15 tonnes d'anchois. Ne reste plus qu'à les mettre en boîte. Cerné par les marais de la Ria d'Aveiro, Murtosa est la capitale portugaise de la conserve. Traditionnellement, les femmes vivaient ici de la pêche aux anguilles. Mais depuis les années 50, elles participent au succès d'une industrie qui tourne à plein régime. Il n'y a pas de grosse machine qui traite le poisson. Chaque poisson passe entre les mains des travailleuses du début à la fin. Les ouvrières disposent les sardines toutes de la même façon, pour que la vapeur puisse passer entre les grilles. C'est encore plus savoureux comme ça. Cuites à la vapeur ou sur le grill, au citron ou au poivron braisé, les ouvrières élaborent une vingtaine de recettes différentes. On remplit 8 à 9 000 boîtes par jour. Baignés d'huile d'olive, les 140 grammes de saveurs portugaises sont prêtes à être distribuées partout au Portugal et dans des dizaines de pays conquis. Sur un marché concurrentiel, les conserves font tout pour se faire remarquer. Avec son stylo et sa tablette, l'illustratrice Joana Franco transforme les boîtes en cartes postales du pays. De petites œuvres d'art. Dans le passé, au Portugal, les boîtes étaient déjà très graphiques, très dessinées. Il y a d'ailleurs même des collectionneurs qui recherchent les plus belles. Donc moi, j'essaye de retrouver cet art qui s'est un peu perdu au fil des ans. Les boîtes étaient devenues de simples emballages, bons à jeter. Donc l'objectif, c'est de leur redonner de la beauté avec ce goût si spécial à l'intérieur. Les conserves portugaises deviennent de plus en plus tendance. Sur la place du commerce, l'un des lieux les plus fréquentés de la capitale, un restaurant à la mode en a même fait un concept. Pour réaliser une partie de sa carte, le chef Pedro Almeida n'a plus qu'à tendre la main et se servir. Mon ingrédient principal est dans la boîte. Je suis convaincu que la conserve est déjà un produit gastronomique de qualité. Mais ça reste un défi de travailler avec, car il est déjà prêt, donc je dois surtout travailler tout ce qu'il y a autour pour le faire briller. Dans ces plats, le thon et les anchois en boîte se mélangent aux haricots. Et la seule fumée se sert sur un pain brioché avec du foie de lotte. Et là, je rajoute les pommes qui ont caramélisé dans le vin de Porto.
Souvent, ce qu'il y a dans les conserves est fumé. Ça donne beaucoup de goût, mais il me faut rajouter quelque chose de doux pour équilibrer. Si on se creuse un peu la tête, on peut créer des plats surprenants avec ces conserves. Dans ce pays tourné vers l'océan, les conserves s'offrent un retour en grâce et restent l'ingrédient incontournable d'un voyage au Portugal réussi. Ah, c'est vivifiant d'être ici, Elena. Oui. On se croirait un peu en Bretagne, je trouve. Tu connais la Bretagne? Je connais très bien la Bretagne. Est-ce que c'est comme en Bretagne, tu sais, on dit que là-bas, il fait beau au moins une fois par jour. C'est comme ça la météo aussi ici? Oui, mais normalement, toute la journée, ça peut être beau ici au Portugal. C'est un peu mieux qu'en Bretagne. Mais en Bretagne aussi, hein. Attention. Oui, mais c'est pareil, oui. Nous sommes dans une zone très pareille de biodiversité des algues, la raison d'être ici. Et toi, on peut dire que tu es une agricultrice de la mer, en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On dit qu'on fait l'agronomie de la mer. Je suis biologiste marine. J'ai commencé à faire la culture des algues, ici au Portugal, notamment pour l'alimentation humaine, mais aussi pour cosmétiques, pharmaceutiques, etc. Et là, alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a beaucoup d'algues. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose, et je vois plein de couleurs. Oui, ces couleurs, on a les algues brunes qui sont utilisées, comme le wakame, le kombu, qui sont utilisées un peu partout dans la nourriture. Après, on a les algues rouges. La dulce, c'est une algue rouge très, très savoureuse, qui est un des plus demandés, cherchés par les restaurants, par l'industrie alimentaire pour intégrer des produits. C'est très, très joli. Et l'algue verte, ici, la laitue de mer, la plus connue de tous. C'est une algue qui a un saveur un peu plus neutre. Oui, neutre. Et c'est aussi pour les consommateurs, c'est la plus facile parce que les gens font la connexion à la laitue qu'ils connaissent des salades de tous les jours. Alors c'est plus facile d'utiliser comme ça. C'est génial parce que quand on travaille bien avec la nature, c'est sans fin finalement. Exactement. Tout ce qu'on peut réaliser. La région où tu vis, Elena, j'imagine qu'elle est très liée aux activités maritimes. La lagune de Ria d'Aveiro était toujours le point de concentration de ces activités. L'extraction du sel, la pêche artisanale, la pêche de fruits de mer, des palourdes. Aujourd'hui, la culture des huîtres. Et comme nous sommes à côté de la mer, aussi la sortie Ilhévo, on dit que c'est la capitale de la morue. C'est notre poisson d'élection. Il y a même plus de 1001 recettes, ils disent. Ah oui, d'accord. Oui, c'est plus que ça. D'accord. Plus que ça. Alors ici, on arrive à où je travaille, notre ferme de production d'algues principalement, mais aussi des poissons. C'est des poissons bio, du bar et de la dorade. On prend l'eau des poissons. Ah, ça passe du bassin des poissons au bassin des algues. Exactement. C'est finalement l'eau qui est la nourriture de nos algues, notre fertilisant naturel pour la croissance de nos algues. C'est totalement développement durable. Exactement. Alors maintenant, on va la dulce qu'on a prise ce matin dans la marée basse. On l'a mis ici dans l'eau de mer stérilisée et on va garder cette variété pour après démarrer le cycle de production. Mais c'est un laboratoire de savants fous. Franchement, ce matin, je ne m'imaginais pas passer de la plage là où on regardait les algues à cet endroit, quoi. Ouais, c'est complètement dingue. Oui, merci. Ici, c'est vraiment notre salle de bébé, notre maternité, où on a développé, on peut voir ici les différentes souches de la nori de l'Atlantique. C'est une espèce native
puis on essaie de répliquer un peu le savoir-faire d'Asie avec les feuilles de nori qu'on utilise dans le sushi. Une fois qu'ils auront bien grandi ici, ils vont partir dans les bassins? Dans les bassins, exactement. Mais c'est fascinant, une ferme d'algues, quoi. Ouais, c'est une ferme d'algues. Génial. Nous sommes les fermiers des algues, les agronomes, agronomes de la mer, c'est ça. C'est génial. Ouais. Ils sont magnifiques, ces bateaux, Elena. Oui, ils sont incroyables. Les muliceiros, c'est le nom qu'on appelle. Et ces bateaux, ils étaient utilisés pour récolter un mélange d'algues qui était utilisé comme fertilisant, conditionnant des terres ici pour l'agriculture. C'est très fin, tu vois, les décorations, tout est peint à la main. Les peintures que finalement sont... qui ridicularisent un peu les scènes journalières quotidiennes d'ici de la lagune. Mais toujours avec une dose d'humeur un peu sui generis, on dit spéciale. Spéciale. Et qu'est-ce qui est écrit là? Quelle belle palourde j'ai trouvée. Ah oui, d'accord. Tu vois, très intéressant. Mais tu vois, tu as les pêcheurs de la lagune quand même. Oui, ils ont l'air contents de leur prise. Ouais. Ouais. Mais c'est de l'humour un peu sexiste. Je suis pas sûr que ça passerait encore aujourd'hui. Hein. Oui, peut-être non. Mais de quelque façon, c'est une chose tellement traditionnelle que les gens prennent ça avec de l'humeur. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est beau, oui. Ah. Merci beaucoup. Merci. Obrigada. Alors ici, on a un riz de la mer. C'est finalement un riz enrichi avec les fruits de mer et aussi des algues, la laitue de mer oui, qu'on voit là. Elle a perdu déjà un peu de son couleur. Et après ici, c'est un petit démonstration d'une cataplana. Cataplana, c'est la casserole typique de la région sud du Portugal, Algarve, avec les fruits de mer. Finalement, encore une autre du poisson, région à une autre région à découvrir. On goûte? Oui, allez, exactement. Je vais commencer par ici. Manger l'algue aussi. Très bonne. Ah oui, c'est bon. Et l'algue apporte vraiment beaucoup de saveur, je trouve, au plat. Oui. Elle amène le côté très iodé. Oui. C'est comme si on avait rajouté du sel, sauf que c'est du sel très naturel, quoi. Exactement. Et ici, on mange les fruits de mer avec la main. Ah pardon, je suis trop habitué à manger avec ma fourchette. Mais... Et regarde, comme diraient les pêcheurs du coin, j'ai trouvé une belle palourde. Oui, exactement. Bah, merci, Elena, pour tout ce que tu m'as fait découvrir. C'était un plaisir. Il y a beaucoup de choses à montrer encore plus. Alors, c'est de revenir. Et tu sais, souvent, quand la nourriture est bonne, on revient. Donc, j'espère que tu as vraiment envie de me revoir, parce que je reviendrai. Oui, merci. À l'ouest de Lisbonne, le quartier de Belém a longtemps été le point de départ des explorateurs portugais. Du bout du monde, les Magellan ou autres Vasco de Gama ont rapporté le sucre et la cannelle. Et c'est dans le monastère des Hiéronymites de Belém que des religieuses auraient inventé la plus célèbre des pâtisseries portugaises, les pastéis de nata. Une tartelette feuilletée et crémeuse qui attire ici en pèlerinage les gourmands du monde entier. C'est à la fois chaud, doux et croquant. C'est vraiment une douceur qui vient du ciel, c'est très bon. On en a testé beaucoup et c'est vraiment la meilleure. Pendant qu'en salle, les commandes défilent, en coulisses, dès le matin, des dizaines de petites mains sont au travail. Maria, fidèle au poste depuis 43 ans, veille à maintenir la cadence. Ça va les filles? Tout se passe bien? 20 000 pastéis par jour, c'est autant de pâtes moulées à la main, une par une. Les fonds de tarte confectionnés, il ne reste plus qu'à les remplir de crème et les passer au four.
20 minutes à 380 degrés. Une préparation simple en apparence, mais une partie de la recette est tenue bien à l'abri des curieux, derrière cette porte, l'atelier du secret. Ici, c'est le lieu où la magie opère. C'est là où tout se fait, la crème et la pâte feuilletée. Personne n'est autorisé à rentrer, seulement les maîtres pâtissiers. Moi aussi, j'aimerais connaître le secret, mais je peux pas rentrer. La légende raconte que les religieuses du monastère, qui utilisaient à l'époque le blanc d'œuf pour laver le linge, ont eu l'idée de mélanger les jaunes à du sucre pour éviter le gaspillage. Du sacré au sucré, le pastel de nata est né. 5e génération de pâtissier, João Batalha a reçu plusieurs récompenses pour ses pastéis. Une recette qu'il partage désormais avec les touristes gourmands. Chacun va faire 3 pastéis de nata. Maintiens la pression, un peu plus vite, à partir du centre, d'avant en arrière. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grand secret pour faire ces gâteaux. N'importe quel pâtissier sait le faire et tout le monde peut s'y mettre. Les ingrédients sont très simples. On les a tous à la maison. Il n'y en a que 6. Le sucre, la farine, le lait, un peu de cannelle, du citron et bien sûr des œufs. Ces débutants s'essayent au pastéis pour la première fois. Et le bon geste ne s'improvise pas. Alors, il faut prendre le moule comme ça et on va le faire tourner sur la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, on monte avec son pouce le long de la paroi pour obtenir cette forme. Je pensais que c'était plus facile que ça, mais en fait non. Ah oui, c'est plus simple de les manger que de les faire. Allez, je vais en faire un à ma vitesse. Voilà, c'était facile. Fácil. Bravo, António. Parfait. Et voilà. Parfait. Bon appétit, mon ami. Bon proveito. Bon appétit. Le plus important finalement, c'est la passion et le plaisir de partager. Il est là le secret de nos pastéis de nata. Petit plaisir préféré des visiteurs étrangers, les pastéis de nata déchaînent aussi les passions gastronomiques des Portugais. Dans les cuisines des plus grands restaurants du pays, les pastéis traditionnels se revisitent. Déstructurés, remodelés, place au dessert de chef. Aujourd'hui, partout à Lisbonne, il existe des pastéis de nata de très bonne qualité. Donc si tu tentes d'en proposer un, il faut en faire un encore meilleur, plus surprenant. Pour moi, c'est un symbole important de voir un classique de la pâtisserie arriver à la carte des desserts des restaurants étoilés ou qui visent une étoile Michelin. Pendant que certains imaginent de nouvelles formes, d'autres vont encore plus loin. Dans ce bar, repère branché de la jeunesse lisboète, les pastéis de nata se déclinent en cocktail. Longtemps expatrié et en manque de son dessert sucré, à son retour au pays, João a imaginé ce savant mélange. Dans ce flacon, il y a au moins 2 jours de travail. C'est du rhum infusé avec du beurre de noisette. Et là, on a du brandy macéré avec de la poudre de cannelle pendant 15 jours. Il faut bien imaginer qu'il faut une demi-bouteille de brandy pour avoir un petit verre comme ça. C'est très concentré, donc je mets juste quelques gouttes. Je pense que c'est le parfait complément d'un vrai pastel de nata où on peut sentir les œufs et la crème. Le cocktail, lui, est un peu alcoolisé avec le rhum et le brandy, donc ça coupe le côté sucré de la pâtisserie. Dans notre génération aujourd'hui, on voit un produit et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Je vais expérimenter et le transformer. C'est ça qui me motive et qui motive les jeunes du monde entier. Longtemps resté une spécialité locale, le péché mignon des Portugais connaît un destin exceptionnel. Grâce à ces passionnés, les pastéis de nata pourraient bientôt rejoindre le croissant ou le donut au panthéon mondial de la pâtisserie.
Alors là, Paolo, bravo, je crois que c'est le plus beau décor que j'ai vu depuis que je suis arrivé au Portugal. Magnifique cette région. Oui, le château de Linares da Beira a été bâti sur un des plus beaux sites du parc naturel de la Serra da Estrela. Depuis ce point de vue, on aperçoit les champs que les gens du coin cultivent pour leur propre consommation. Et ce château, alors, quand est-ce qu'il a été construit ? Ce château a été construit au XIIe siècle, essentiellement pour aider à la reconquête du territoire des morts. C'est pour ça que toute cette région est remplie de châteaux qui ont été construits avec les pierres de la Serra da Estrela. Bon, moi, je te cache pas que j'aimerais bien aller marcher un petit peu, déjà parce que les paysages sont superbes, puis je crois que ça me ferait du bien après autant de gastronomie portugaise. Je trouve vraiment préservé ce petit village, Paolo. Il a gardé une espèce d'âme, une espèce d'esprit. Ce village de Linares da Beira a été bâti après le château. Il est également construit avec ce granit régional. Regarde ces figues. Elles me semblent prêtes à être consommées. On goûte? C'est beau. On en mange beaucoup des figues ici? Généralement, les figues se trouvent proches des habitations, car c'est un aliment riche en énergie. Mais il y en a aussi le long des chemins pour que les randonneurs puissent recharger leur batterie. C'est une spécialité de cette région? Oui, mais pas que. On trouve les figues dans plusieurs mets portugais, comme la confiture et les confits en tout genre. Bon, bah, je vais voir s'il y en a une autre que je peux essayer. Peut-être celle-là, non? Allez. Une pure merveille. Eh ben écoute, on va toutes les ramasser alors. C'est l'herbe et la nourriture du bétail qui fait l'originalité des produits régionaux. Ça leur donne un goût particulier. On a des chênes, des châtaigniers qui ont toujours fait partie du décor de ce parc naturel. Donc c'est un lieu de nature unique avec une culture spécifique. Oui, ça c'est dû à la diversité des cultures. Au Portugal, on a toujours eu une culture de subsistance agricole, où les familles cultivaient pour se nourrir. Et tout ça, ça se traduit par une nourriture riche, grâce à la qualité de production des produits cueillis dans ce parc naturel. Bonjour. Ça a été? Oui, vous parlez un peu français? Oui, je me débrouille. C'est magnifique votre troupeau. Hein. Ah oui, vraiment. Et qu'est-ce que vous faites avec ce troupeau? Vous faites du fromage? L'objectif, oui, c'est de produire fromage DOP, donc dénomination d'origine protégée, bio en plus. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial le fromage d'ici alors? C'est la race, c'est la région. Représentative de l'endroit où il est conçu. Oui, vraiment, oui, c'est partie de l'identité de cette petite montagne-là, c'est le fromage. Comme il vient de le dire, ce fromage tire son goût atypique de ce terroir, de ces brebis. Ce fromage se distingue des autres pour toutes ses caractéristiques.
C'est ton fromage préféré ou pas? Oui, tout à fait. Bon, bah, t'as déjà un fan, hein? Il faut. Ici, c'est le fromage référence. Bon, bah merci beaucoup. Hein. De rien, hein, enchanté. Ouais, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne chance à toi. Ciao. Wow! C'est beau! Oh ouais, c'est magique. Paolo, je te remercie de m'avoir amené ici, c'est absolument extraordinaire. Il y a quelque chose de cosmique, tu vois, je trouve, dans ces roches, j'adore, quoi. Le Cantaro Magro, c'est l'une des pépites du parc naturel de la Serra da Estrela. C'est une roche qui nous inspire, surtout nous les passionnés de montagne. Je suis particulièrement attaché à cet endroit, que je trouve grandiose et si spécial. C'est comme un retour aux sources. Loin de la ville et du bruit, c'est fantastique. Ah, ça fait rêver. À 120 km plus à l'ouest, niché sur les rives du Rio Mondego, Coimbra est le siège du savoir depuis le XIIIe siècle. Son université est, avec la Sorbonne, l'une des plus anciennes d'Europe et la plus prestigieuse du pays. 25 000 étudiants vivent ici, 1 habitant sur 4. Ils entretiennent la réputation d'excellence d'une faculté qui a formé l'élite de la nation portugaise. C'est un honneur d'étudier ici. Il y a tant de choses qui ont changé le monde, qui ont commencé ici, donc on imagine qu'un jour, ça pourrait être nous. Josefa, Anna, Miguel et Hugo entament leur 5e et dernière année. Privilège des anciens, ils portent la capa et batina, un ensemble noir symbole d'égalité entre étudiants et qui a inspiré la tenue du célèbre jeune sorcier anglais Harry Potter. Pour passer sous cette arche, on doit mettre notre cape sur les épaules en signe de respect de ce lieu de la connaissance et du savoir. Et on peut y aller. Coimbra est aussi l'ancienne capitale du Portugal. Et la rentrée universitaire a toujours lieu dans la cour du Palais Royal. Les étudiants les plus anciens enseignent aux nouveaux arrivants les coutumes et les traditions académiques. Et chaque rentrée, c'est comme ça. Sous le regard de tous les recteurs de l'université qui se sont succédés depuis 1290, les étudiants portent un passé chargé d'histoire, mais parfois aussi des traditions moins studieuses. La voix chauffée, c'est dans l'intimité au sous-sol d'un restaurant que le fado, le chant national portugais, se partage autour d'un bon repas. À Coimbra, il est exclusivement joué par des étudiants masculins. Jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait que des hommes qui étudiaient à Coimbra. Donc le fado était pour eux un moyen de séduire les femmes. Donc ils jouaient des sérénades aux fenêtres, mais les femmes n'avaient pas le droit de monter. Elles restaient cachées derrière le rideau, et si le charme opérait, elles devaient allumer et éteindre la lumière 3 fois. Dans le fado, il y a une certaine tristesse. Il y a ce thème de la jeunesse qu'on laissera un jour derrière nous. C'est spécifique au fado de Coimbra.
Autre tradition de la vie universitaire, un peu partout dans la ville, de drôles de maisons proposent une expérience de colocation pas comme les autres. Ce sont les Republicas. Depuis son emménagement il y a 3 ans, Sofia a pris l'habitude de vivre à plusieurs. Je garde ma brosse à dents dans sa chambre. C'est plus simple pour moi. La salle de bain est à côté. Toutes les Republicas ont le principe de laisser toutes les portes ouvertes. Ça fait partie des règles. On doit se faire confiance. En apparence, la maison communautaire ressemble à une auberge un peu bohème. Mais en fait, les plus anciens résidents, comme Ivo, sont chargés d'assurer son bon fonctionnement. Je dois compter combien de repas au total on a préparé. Par exemple, le mois dernier, c'était entre 500 et 600. Et le repas inclut aussi les autres charges de la maison. Il y a l'accès à l'Internet, le gaz. Avec tout ça, on reste moins cher que le reste de la ville. À 2,40 € le prix du repas, tous les soirs pour le dîner, la Repubblica da Praça affiche complet. Rui, Ivo, Oscar. Aujourd'hui, on est 9 plus 2 invités. Je pense que je vais préparer une canja. C'est une soupe portugaise très populaire à base de poulet. Avant de rejoindre la Repubblica, Ivo comptait encore sur sa mère pour lui préparer à manger. 7 ans plus tard, le futur géologue est devenu autonome. Tu le roules comme ça, vers l'intérieur, avec la main pour que ça tienne. Les cours terminés, tous les soirs, à 20 h pile, les résidents et quelques invités de dernière minute se rassemblent autour de la table. Il y a une place pour toi entre Arthur et Eric. Seule règle stricte de la maison, à l'heure du repas, le téléphone portable est interdit. Le repas est très important pour ce qu'il y a dans l'assiette, mais surtout pour les gens autour de toi. Tu les connais mieux, ils te connaissent mieux, et ensemble, on grandit. Merci Ivo. À la fin de l'année, de nouveaux résidents remplaceront les anciens. Mais tous garderont cet héritage qui les suivra tout au long de leur vie. Magnifique cette marche, Paolo. Ouais, le meilleur reste à venir. Et on revient sur le village en plus de Linhares. Yes. Oh, superbe. On va s'installer. J'ai quelque chose dans mon sac qui devrait te plaire. Ah, tu sais comment me parler, toi, Paolo. Ah, on est bien là. Ah, c'est un super moment, j'adore. Et voilà, la charcuterie. 3 types différents. Chorizo, l'alera, c'est la saucisse traditionnelle. Et ici, du boudin noir. Ils sont tous produits ici. Ça brille, c'est plein de gras, c'est parfait. Et pour accompagner la charcuterie, voici 2 types de fromage de Serra. Un moelleux, très onctueux, et un dur, plus affiné. Ce sont quasiment les mêmes fromages avec une durée d'affinage différente. Et le fromage donc fait le berger qu'on a rencontré, c'est celui-là. Oui, exactement. Le voilà, le meilleur fromage du monde alors. Tu peux voir? Ouh là là. Ça sent fort, hein. Ça va être bon ça. Alors, voyons s'il est aussi bon qu'il en a l'air. Un petit peu de pain. Voilà. Melhor que o francês? Non. Non, c'est très bon, mais tu sais, moi je suis un peu chauvin. Pour moi, le meilleur fromage du monde, c'est le reblochon, alors tu vois. Mais ça ressemble beaucoup au reblochon, je trouve. La même texture, un goût
un peu relevé, mais assez fin aussi. Non, vraiment, c'est très proche, mais c'est délicieux. C'est très bon. Allez, je goûte le deuxième. Ok. Hop là. C'est bon ça aussi, dis donc. Hein. Oh là 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 là. Plus fort, hein. Je te trouve très généreux. Je te trouve dans le partage et en même temps tu fais tout ça avec beaucoup de simplicité. Et tu vois, ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert avec la gastronomie de ton pays. C'est exactement les qualités de la gastronomie de ton pays. Oui, elle est à l'image des Portugais qui sont des gens hospitaliers. Ils sont sympathiques, particulièrement avec les étrangers. Et puis, ils apportent aussi cette générosité à ce qu'ils font. Pas seulement ce qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils font. Et c'est peut-être pour ça que leur nourriture, leur mode de vie sont aussi simples qu'authentiques. Bon, merci Paolo de partager tout ça avec moi et puis aussi de conserver toutes ces valeurs, quoi. C'est formidable quand on est un étranger et qu'on arrive ici. Je suis très content d'avoir partagé tout ça avec toi. Je pense que tu as pu découvrir le Portugal d'une façon originale. Et si un jour tu as à nouveau un petit creux, n'hésite pas à revenir dans notre fabuleux pays. C'est ici que se terminent mes échappées belles au Portugal dans ce décor absolument extraordinaire. Je fais une dernière petite rando pour cramer quelques calories avant de revenir en France parce que je crois que j'ai rarement vu un pays où on sert des portions aussi gargantuesques. Alors ce qui m'a le plus touché pendant ce voyage, c'est de rencontrer tous ces gens bien, ces personnes simples et généreuses. Et je trouve que leur cuisine leur ressemble incroyablement, que ce soit les plats traditionnels ou bien ceux revisités par la jeune garde de la gastronomie portugaise. Cette cuisine est vraiment un appel au partage. Et je crois que dans ce pays, peut-être plus qu'ailleurs, on peut dire que la gourmandise, c'est la vie. Si vous n'êtes pas rassasié par le Portugal, vous le savez, vous pouvez retrouver mes échappées belles gourmandes sur le replay. Et puis moi, je voulais vous dire merci sincèrement. Merci de nous suivre dans nos aventures et de nous envoyer tous ces petits messages sur les réseaux sociaux. Quand on est loin de chez soi, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, on se retrouve très vite les amis, au bout du monde ou juste à côté de chez vous pour de nouvelles aventures. À bientôt!